Merci de choisir la référence aux deux médias dans la région du Grand Lac. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les principales articulations. La ville d'Uvira au sud Kivu demeure sous haute tension après le retrait des combattants de l'AFC M23 et l'entrée des Wazalendo coalisés au FARDC, accueillis par une population partagée entre soulagement et prudence. Déployés notamment au port de Kamdou, ils ont tenté d'enrayer le pillage après plusieurs jours du chaos. Dans cette édition du journal, toujours, le gouvernement congolais rejette des annonces de retrait de l'AFC M23 d'Uvira qu'il qualifie de manière de désinformation. Son porte-parole Patrick Muyaya affirme que seul un départ effectif et vérifiable de l'AFC M23 peut être reconnu. Kinshasa accuse le mouvement armé de chercher à tromper la communauté internationale alors que celle-ci exige le respect strict des engagements pris conformément aux accords. Madame, Messieurs, ces titres et tant d'autres vous seront développés sous paix. Installez-vous confortablement et bienvenue à suivre le détail y afférent. On démarre déjà avec cette information. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont désormais de retour dans la ville d'Uvira après l'annonce du retrait dans la contrée des éléments de l'AFC M23, à savoir les derniers éléments de l'AFC M23 des unités d'observation et de monitoring ont quitté dans la journée des samedi 17 janvier 2026 la ville d'Uvira, comme le déclare ici son porte-parole, Laurence Kanyuka. Suivez. C'est samedi 17 janvier 2026. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, réaffirme une fois de plus son attachement constant et rigoureux au respect de ses engagements ainsi qu'aux accords dûment signés. L'histoire retiendra qu'à ce jour, l'AFC M23 a honoré une décision difficile, le retrait total de son unité d'observation et de monitoring, laquelle assurait la sécurisation de la ville d'Uvira et sa population dans l'attente de la remise et reprise de la ville libérée avec la force neutre. Il convient de rappeler que la ville d'Uvira constituait l'ancien bastion des forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, les FDLR, les Maïmaï Wazalendo, les mercenaires étrangers, la force de défense nationale du Burundi. Uvira servait alors des quartiers généraux à partir duquel étaient planifiés et menés des bombardements répétés contre nos positions et contre des zones densément peuplées du sud Kivu, y compris Minembwe. Ces attaques ont causé de lourdes pertes en vie humaine et provoqué des déplacements massifs de la population civile, causant une crise humanitaire sans précédent. Les premiers éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont été visibles ce dimanche 18 janvier 2026 en demi d'après-midi dans la ville d'Uvira. Des unités ont également été aperçues au port de Kamdou selon plusieurs sources de la société civile locale. Cette présence marque le retour progressif des forces régulières congolaises après le retrait la veille des combattants de l'AFC M23. Suivez. Ce retrait est intervenu sous une forte pression diplomatique internationale, notamment des États-Unis. Depuis samedi, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo, ont entamé un déploiement progressif et la réinstallation de leur position dans la ville. Les autorités parlent désormais d'un contrôle effectif d'Uvira et d'un retour graduel de l'autorité de l'État. Dans les quartiers traversés par les forces loyalistes, des scènes de liesse ont été observées. De nombreux habitants sont sortis dans les rues pour saluer l'entrée des militaires, exprimant un soulagement après plusieurs semaines d'incertitude et de tensions sécuritaires. Pour une partie de la population, cette présence militaire ravive l'espoir d'un retour à la stabilité et à une vie quotidienne plus sûre. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les populations vivant sous contrôle de l'AFC M23 ne soutenaient pas leur présence. Des sources locales indiquent que la coopération observée était motivée par la peur dans un contexte assimilé par certains habitants à une situation d'otage. Une réalité qui souligne la fragilité du climat sécuritaire
ayant prévalu ces dernières semaines. Sur le plan militaire, les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés Wazalendo affirment avoir tenu leur position sur plusieurs axes stratégiques. Les combats se sont notamment intensifiés dans la zone de Makobola, où des affrontements quasi ininterrompus ont été signalés pendant plus de 30 jours. L'armée congolaise évoque des pertes importantes dans les rangs adverses et parle d'un regain de confiance et de cohésion au sein de ses troupes. Cependant, au-delà du terrain militaire, la dimension diplomatique apparaît déterminante dans l'évolution récente de la situation. Plusieurs observateurs estiment que la pression internationale a pesé davantage que les armes dans les retraits des combattants de l'AFC M23. Pendant ces temps, le gouvernement de la République démocratique du Congo reste tellement dubitatif face aux multiples annonces de retrait de l'AFC M23 de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Selon son porte-parole Patrick Muyaya Katebwe, il s'agirait d'une nouvelle stratégie de désinformation visant à détourner l'attention de la communauté internationale qui avait exigé que l'AFC M23 quitte cette zone conformément aux positions initiales avec l'entérinement des accords de Washington. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, nous en fait les points dans cet élément. Suivez. Ce ne sont pas que les annonces de médias. J'ai cru voir un courrier dans ce sens. Mais vous savez, d'abord, ils n'auraient jamais dû être à Uvira. Ça, c'est le point de départ. Mais après, nous connaissons la méthode, nous connaissons la tactique. Que vaut un retrait sans départ? Et aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, à renfort justement des médias orientés, on va encore essayer, comme au début, de faire une simulation avec des personnes sélectionnées pour venir faire croire qu'ils sont partis d'Uvira. De toute évidence, ils n'auraient jamais dû y être, comme je le disais en début. Et pour nous, toutes les déclarations qu'ils font, en réalité, ne valent rien. Parce que nous connaissons justement la tactique de la désinformation, nous connaissons aussi les justificatifs. Pour rappel, à Uvira, il n'y a pas des FDLR. S'il faut qu'on revienne sur quelques sujets des départs. Ensuite, parce qu'il fallait justifier le narratif, on a vu l'ambassadeur du père, donc du Rwanda, au Conseil de sécurité, revenir dans un discours où il cite 9 fois le nom de la communauté Banyamulenge. Et donc, cette tentative ou cette nouvelle initiative n'est qu'une manière de contourner l'attention de la communauté internationale, qui s'est déjà exprimée clairement là-dessus, spécialement le gouvernement américain, qui disait qu'ils doivent quitter Uvira, et pour nous, ils doivent quitter toutes les parties de la République démocratique du Congo. Et donc, dans ces jeux malsains, connaissant leur méthode, sûrement qu'ils vont laisser des agents infiltrés dans la ville. Et ces agents peuvent avoir le mandat d'identifier nos compatriotes membres de cette communauté. La ministre d'État en charge des Affaires sociales, Eve Bazaïba, affirme que des éléments de l'AFC M23 ont infiltré un camp de réfugiés congolais au Burundi afin d'inciter ces réfugiés à regagner la République démocratique du Congo. Selon elle, ces éléments auraient fait croire aux déplacés que la frontière d'y arrive était rouverte et que la situation sociale, humanitaire et sécuritaire à Uvira était redevenue calme. Suivez. Ils ont donc infiltré les camps. Le M23 a infiltré les camps à 2h du matin avant-hier. Ils ont commencé à sensibiliser les gens suivant les camps pour leur dire que le Burundi a ouvert la frontière, il n'y avait plus de problème à Uvira, nous pouvons regagner la République démocratique du Congo. Alors moi je me pose la question de savoir comment est-ce que les Congolais se sont retrouvés au Burundi? Est-ce que ce sont les Burundais qui sont allés les prendre ou le HCR est allé les prendre? Les Congolais ont fui les hostilités. Et conformément aux normes internationales, le Burundi et le HCR ont la responsabilité de sécuriser humanitairement ces Congolais. Alors ces compatriotes, lorsque vers 2h du matin, on les a incités de partir,
Ils ont cru que c'était vrai, comme ils ont commencé à partir, parce qu'on leur a dit vers 5 h du matin, ils risquent de fermer les frontières. Ils couraient donc pour rentrer chez eux. Alors la police burundaise a essayé de les contenir pour leur dire que quand ils vont rentrer là-bas, ils risquent de tomber dans la gueule pour être massacrés à nouveau. Donc voilà un peu ce qui s'est passé là. C'est le M23 et le Rwanda qui sont au désarroi. Le gouvernement congolais a saisi la communauté internationale, l'Union africaine, les Nations unies ainsi que la Cour pénale internationale afin d'engager des poursuites du judiciaire contre l'AFC M23 allié au mouvement politico-militaire également Turnéo. Selon les autorités provinciales du Sud Kivu, l'AFC M23 est accusé d'avoir commis de graves violations des droits humains, notamment dans la ville d'Uvira et ses environs. Je vous convie donc ici de suivre Didier Kabi, porte-parole du gouvernement du Sud Kivu, qui appelle à des sanctions judiciaires à l'encontre du responsable. D'actes de pillage systématique, de spoliation de biens et de violations graves du droit international humanitaire par l'AFC M23 dans la ville et territoire d'Uvira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de faits d'une extrême gravité, révélateurs de l'absence totale de bonne foi dans les déclarations et la correspondance adressée au secrétaire général des Nations Unies récemment rendue publique par l'AFC M23. Contrairement aux engagements et à la rhétorique contenue dans la dite correspondance du 15 janvier 2026, il est établi qu'à la date même de sa signature, l'AFC M23 organisait et exécutait des opérations de pillage systématique coordonnées dans la ville d'Uvira et ses environs, démontrant ainsi un mépris manifeste envers les principes du droit international humanitaire et des droits humains. Par ce communiqué, le gouvernement provincial du Sud Kivu confirme notamment que 49 camions de marque Kourou et 113 camions bennes de 6 mètres cubes ont quitté la ville de Bukavu sous le faux prétexte du transport de militaires retirés de la ville d'Uvira vers la plaine de la Ruzizi. Ces convois ont servi en réalité au transport illicite de biens appartenant à l'État congolais et à des particuliers acheminés directement vers la République du Rwanda. Dans la nuit du 15 janvier 2026, alors que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait engagé des efforts de reconstruction des infrastructures routières, des matériaux de construction entreposés dans la ville d'Uvira, au site de Kabimba, ont été chargés de force dans des camions appartenant aux rebelles de l'AFC M23. 34 camions de marque Wowo chargés de 2700 tonnes de goudron ont été transportés en direction du Rwanda. D'autres camions ont emporté des tricycles appartenant à des particuliers et pourtant moyens essentiels de transport public et de subsistance économique. Le reste de biens et matériels stockés dans les entrepôts a été évacué par la frontière de Kamanyola. Un drone des forces armées de la République démocratique du Congo a attaqué ce dimanche 18 janvier 2026 les positions des éléments de l'AFC M23, notamment à Luseke et Wuseku. La première bombe a été larguée à Luseke sur les tronçons Kipese, Lubero et les seconds à Maina, un endroit situé près du stade de football de Wuseku. La situation sécuritaire reste marquée par une intensification des opérations militaires et une forte inquiétude des populations civiles. Tôt le matin de ce lundi 19 janvier 2026, une position de combattants de l'AFC M23 installée sur le mont Kasopo, à la limite entre les groupements Kisimba et Ikobo, a été visée par des frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo. Selon des sources locales basées à Roussamambou, une localité située à environ 4 km de la zone ciblée, un drone de l'armée congolaise aurait survolé les secteurs durant toute la nuit de dimanche à lundi. Vers 4 heures du matin, plusieurs villages environnants ont été réveillés par de fortes explosions. Des bombes auraient été larguées sur la position occupée par les combattants de l'AFC M23. Aucune communication officielle n'a, pour l'instant, fait état d'un bilan humain ou matériel à la suite de ces frappes. Cette zone du mont Kasopo n'est pas nouvelle dans le cycle des violences armées. En décembre dernier,
Il avait déjà été le théâtre de violents affrontements entre les combattants de l'AFC M23 et des éléments Wazalendo appartenant au groupe de la coalition des mouvements pour les changements, la CMC. Les observateurs locaux soulignent que cette frappe aérienne constitue la première opération de ce type menée par le FARDC en territoire du Walikale depuis le début de l'année 2026. Dans le même contexte sécuritaire tendu, d'autres incidents ont été signalés dans plusieurs localités voisines. Le dimanche 18 janvier, à Boronti, près d'Ekibati, toujours dans les territoires du Walikale, un civil identifié sous le nom de M. Mungo a été tué alors qu'il revenait dans le lieu de deuil. D'après les premières informations recueillies par des sources locales, il aurait été accusé par des combattants du M23 AFC de ne pas avoir signalé la présence de groupes Wazalendo dans son village. Ce meurtre a provoqué une panique au sein de la population. Les défenseurs des droits humains de la région dénoncent un nouveau crime contre des civils et appellent à une implication accrue de la communauté internationale pour prévenir une dégradation supplémentaire de la situation. Avant donc de clôturer cette édition du journal, parlons donc de cette nouvelle. Aubin Minakou, vice-président du Parti politique pour la reconstruction et la démocratie, formation politique chère à l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange, a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche 18 janvier à Kinshasa par les services de sécurité. Cette arrestation intervient donc quelques jours seulement après celle d'Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD et ancien candidat à l'élection présidentielle, alimentant les accusations de l'opposition qui y voit une campagne ciblée contre les proches de l'ancien chef de l'État congolais et président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Plusieurs organisations de la société civile et de défense des droits humains expriment leur inquiétude. Elles dénoncent une recrudescence des arrestations nocturnes des responsables politiques et évoquent un climat de peur grandissante. Pour certains défenseurs des droits humains, basés à Kinshasa, ces pratiques constituent un recul démocratique en contradiction avec les engagements pris par le président Félix Tshisekedi en faveur de l'état des droits. Depuis la réélection contestée du chef de l'État, l'opposition accuse régulièrement le pouvoir d'utiliser l'appareil sécuritaire et judiciaire pour réduire au silence les voix dissidentes. Le silence du gouverneur sur l'arrestation d'Aubin Minakou est, de son côté, interprété par l'opposition comme une stratégie d'intimidation. Cette affaire survient alors que la République démocratique du Congo traverse une période particulièrement difficile. Le pays fait face à une grave crise sécuritaire dans l'Est, marquée par de violences armées et des déplacements massifs des populations. Madame, Messieurs, c'est comme ça que se referme cette grande livraison d'actualités sur les Volcan News. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. On se fixe rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien, vous et le vôtre. Au revoir.